donc c'est pas vouloir pointer à tout prix ce qui ne va pas, c'est juste pour comprendre. L'OM a fini deuxième, pas de championnat de vente, mais l'OM a fini deuxième du championnat. Et c'est le défenseur du quatrième du championnat, à savoir Naïef Aguerd, qui a été recruté par West Ham pour 35-40 millions d'euros. Et l'OM, le défenseur de l'OM, Douye Tatsar, est parti le dernier jour du mercato pour beaucoup moins. Chaque club a réussi à faire des ventes comme ça en France. Lyon a vendu Lucas Paqueta. C'est pas pour dire on est jaloux des autres clubs, c'est juste pour comprendre pourquoi les autres clubs de Ligue 1 arrivent à vendre des joueurs très chers. Et on a l'impression qu'à chaque fois, l'Olympique de Marseille, et ça dépasse le cadre de votre présidence, c'est pas le cas. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que il faut passer par les bons agents, les bons intermédiaires pour ce championnat et qu'on se refuse peut-être à le faire? Voilà, quelle explication avez-vous à ça? Dans quelle position a fini Chelsea la saison dernière? Je pose la question à l'équipe qui a gagné la Champions League il y a 2 saisons. Ils ont vendu à 53 millions d'euros cette mercato. L'analyse est plus grande, c'est pas dire d'un joueur, un club, un autre club. Pour moi, c'est une question liée spécialement au niveau des joueurs que tu vends. Ça, c'est la première chose. Niveau, c'est toujours niveau. Deuxième chose, pour moi, c'est la duration du contrat des joueurs que tu vas vendre. Ça, c'est une question aussi que ça te met le prix. Troisième question, les salaires que tu as à l'intérieur du club. C'est vrai, on peut poser beaucoup de réflexions, on peut se poser beaucoup de questions sur la masse salariale de l'OM. Si c'est une masse salariale pour ton niveau, c'est pas une masse salariale pour ton niveau, spécialement parce qu'on considère qu'à niveau de masse salariale, on se peut positionner entre les 30 meilleurs clubs européens à niveau de masse salariale. Si on ne compte pas la Première Ligue, vraiment, ça devient chaque saison un championnat différent. Pour moi, c'est plutôt lié niveau duration du contrat. Niveau des salaires des joueurs, c'est plus facile vendre un joueur avec un salaire plus faible que vendre des joueurs avec des salaires plus chers. Parce que normalement, tous les clubs ont fait la calculation. Si tu dois payer beaucoup de salaires, tu payes moins de transferts. Pour moi, c'est une question liée surtout à la dimension de chaque club, le niveau des salaires, spécialement les marchés, ils te mettent le prix que le club vient t'acheter de différents joueurs, les profils des joueurs que tu as. À titre individuel, je pose la question. Je crois qu'aujourd'hui, dans le football, les joueurs qui se vendent les plus chers, et peut-être aussi un des motifs de changement qu'on a mis à l'intérieur des clubs, sont les joueurs les plus physiques. Je crois qu'à niveau de physique, les joueurs physiques ils sont à un niveau d'attiration dans les marchés, spécialement parce que les marchés qui achètent plus joueurs, c'est la Premier League. Dans ce moment, si tu as plus de joueurs physiques, je crois que tu as plus de possibilités de vendre des joueurs à la Premier League. On a pris la direction aussi de jouer ce type de football. On jouait un type de football complètement différent et c'est vrai que ça met en place les valeurs de marché de beaucoup de joueurs techniques. Mais on voulait aussi, et on a pris la décision de partir vers une direction physique pour être plus compétitif, mais aussi parce qu'on croit que dans le marché actuel, la situation des joueurs qui sont la composante technique et la composante athlétique, ils peuvent prendre beaucoup plus de marché, spécialement on a vu les valeurs de marché des joueurs de Hellas Verona pendant cette saison, ça a augmenté beaucoup. Michel, s'il te plaît, Ayaga. Bonsoir Président. Quand on discute avec les supporters, les observateurs innombrables de l'OM, ils disent de tout. Pablo Longoria, c'est un magicien, c'est un phénomène, il est extraordinaire. Et les mêmes disent, en revanche, on n'a pas très bien compris la gestion du cas Bamba Dieng. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui, par exemple, avez dit à Igor Tudor, bon, on le met à l'écart pour peut-être le vendre? Est-ce que hier, ce qui s'est passé à la visite médicale, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé? Est-ce que vous étiez en colère aussi vis-à-vis du président de Leeds? Est-ce que vous allez peut-être aussi, même si vous avez dit que c'était un joueur de l'OM, essayer de le vendre dans les autres mercatos qui ne sont pas terminés? Et puis, dernière question, beaucoup s'interrogent aussi pourquoi peut-être avoir pris Luis Suarez pour à peu près la même somme que vous obtiendrez pour Bamba Dieng, qui est un attaquant extrêmement prometteur. Est-ce que vous pouvez répondre un petit peu à tout ça? Bon, on commence de la fin et on commence à faire toute l'histoire. Il faut dire une chose. Pour ma vision de football, la vision aussi qu'il a Igor Tudor, dans le moment qu'un président il doit prendre une décision sur un joueur dans l'effectif, dans ce moment, le président et le coach, il doivent partir. Je le vois comme ça.
Le président, il doit faire le président. Les coachs, il doit faire les coachs. On a pris seulement une décision, tout le monde ensemble. Coach, nous comme équipe de direction, aussi avec les propriétaires, que c'était qu'aucun joueur il serait dans son dernier an de contrat dans sa façon de libérer. Ça, c'est l'unique décision qu'on a prise, mais on l'a pris tous ensemble. Jamais on a pris la décision de mettre à l'écart un joueur. Spécialement parce qu'avec quel motif? 2 ans de contrat, Valentin Rongier, il a 2 ans de contrat, Pape Gay, il a 2 ans de contrat. C'est pas logique, spécialement parce qu'on parle d'un joueur qui a de la performance de la saison dernière, on parle d'un joueur qui est champion d'Afrique avec le Sénégal, un bon joueur. Il y a un changement. Comme dans tous les changements, il y a des gens avec une capacité de s'adapter à la nouvelle situation. Après, c'est le coach à décider à chaque moment quel joueur il va avoir à disposition dans son effectif. C'est au coach de faire les choix techniques chaque week-end, chaque match amical, chaque entraînement. Si ça ne serait pas comme ça, un club de football jamais peut fonctionner. C'est ma vision du football. Passe à la question de pourquoi on a recruté Luis Suarez dans sa position de Bamba Dieng. Simplement parce qu'on considérait que c'était la meilleure option pour améliorer l'effectif. C'est une question de profil. C'est une question, on a considéré comme équipe de direction, les temps dira. Simplement ça. Après, dans tous les jours de notre vie, on prend tous les jours la décision qu'on considère la correcte. Parfois, ce n'est pas la plus correcte. Mais on est convaincu qu'on a pris la bonne décision. On est très content avec Luis Suarez. C'est un bon joueur, c'est un bon profil pour ce qu'on recherchait. En plus, les nombres d'attaquants qu'il y a en circulation, spécialement avec une tranche d'âge entre 22 et 25 ans, ce ne sont pas beaucoup. Visite médicale, Bamba Dieng, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, et c'est simple, ce sont des différentes visions médicales. Il n'y a pas d'autre. Différentes visions médicales. C'est ça qu'on peut dire. Ni s'il considère dans sa vision médicale, notre docteur considère une autre chose. Les joueurs, il n'a pas eu de blessures musculaires, des blessures la saison dernière, seulement avant le dernier match contre Strasbourg, que dans l'entraînement, il a cherché de faire un talonnade. C'est une bêtise. Lui-même, il a reconnu pour faire un talonnade, il s'est blessé ici dans les tendons, derrière. J'ai le même cas avec Condorcet dans un match avant Manchester United à Valence. La même blessure. Je lui dis de tout aussi. Non, tu ne peux pas faire des talonnades. L'unique. Et notre docteur, depuis le moment qu'il est arrivé au club, pour les centres de formation, après il est passé pour les premières équipes, dans tous les tests médicaux qu'on fait, nos docteurs l'ont considéré apte pour l'autre niveau de compétition. Les docteurs d'équipe de Sénégal l'ont considéré apte pour l'autre compétition avant de la Coupe d'Afrique. Ils ont gagné. Zéro blessure. Pendant la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait passer hier. Mais il y a des différentes visions médicales sur les joueurs. Ça, c'est la réalité. Colère, pas colère? Non, simplement il y a un accord. On a arrivé à un accord avec la journée d'hier, qui c'était un peu classique journée du dernier jour de Mercato. Il y avait un accord. Les joueurs, ils voulaient aller à Nice. C'est son choix. On a trouvé un accord entre clubs. Après l'accord, c'était pas acté. Dernière question, c'était, il y a encore des mercatos. Est-ce que c'est une possibilité, que même si encore une fois vous avez dit que c'était un joueur de l'OM, que Bamba Dieng soit recruté comme joker par un autre club, qu'il aille en Turquie ou au Portugal? Les jokers sont ouverts jusqu'au 31 décembre. Le marché en Turquie est ouvert jusqu'au 8 septembre. Portugal, 22 septembre, si je ne me trompe pas. Il y a des marchés ouverts. Merci. Constant, s'il te plaît. Bonjour Pablo. En juillet, sur une question sur la feuille de route fixée par Franck Macourt, tu disais que tu voulais créer un football cohérent, un football que tu appelais soutenable. Alors tu l'as dit, vous êtes en bonne position économique. Ma question est assez simple. Est-ce que ça signifie qu'à la fin de la saison, les comptes de l'OM seront dans le vert? On travaille pour ça.
on travaille pour ça. Ça, c'est un des objectifs. Améliorer l'équipe, avoir des résultats sportifs, avoir des résultats économiques. Maintenant, on est dans la position de dire que pendant toute la saison, on va chercher de travailler en ça. On a expliqué les différents paliers qu'on peut mettre en place. Il y a des différentes choses. De la vente des joueurs, de trouver des sponsors, d'avoir plus de résultats sportifs. C'est que la compétition européenne, ça te ramène de l'argent. Continuer dans une compétition européenne, ça te porte de la billetterie, ça te porte des droits de télé, les market pools. Il y a des différentes questions. Il y a aussi une question dans laquelle nous sommes très contents et je tiens à remercier tous les supporters pour l'ambiance positive qu'ils mettent au stade. On parle avec un stade pratiquement plein. Ce n'est pas une question que c'est hors du budget qu'on a prévu. Parce qu'on cherche toujours dans la vie d'être conservateur quand on doit faire des prévisions économiques. Mais c'est vrai que les résultats économiques liés maintenant à la billetterie, avec la campagne d'abonnement qu'on a fait, avec tous les chiffres des spectateurs au stade, sont plutôt positifs. C'est pour ça que nous sommes contents, nous sommes confiants que le club il va prendre une bonne route et une bonne direction économique. Nicolas, s'il te plaît. L'inconvénient d'être au fond de classe, c'est que parfois le micro arrive tardivement. Mais il me reste une question que vous pourrez peut-être considérer comme anecdotique. Pendant ce mercato, il y a eu une grosse rumeur Ronaldo. Voilà, qu'est-ce que, en tant que président, vous en avez pensé? Est-ce qu'il est vrai que ça vous a contrarié? Ça a contrarié, c'est pas Ronaldo, c'est comme si on a répondu toute la journée. J'étais contrarié, à dire la vérité, les jours de tirage au sort de la Champions League. On joue la Champions League. On fait un travail sérieux. Positif, négatif, tout le monde a un choix de comprendre si tu fais bien les choses, pas bien les choses. Mon cher de travailler dans la sérénité. Quand on travaille dans la sérénité, on explique bien les projets. Depuis les premiers jours, on dit c'est les résultats économiques, c'est les résultats sportifs, chercher d'améliorer l'effectif. On cherche de tenir tout le monde ensemble dans un masse salariale cohérent, avec pas beaucoup de différences de salaire des joueurs. Ça ressemble parfois qu'on peut parler 50 000 fois. Mais un rumeur, il prend plus de hauteur que parler 50 000 fois. Et ça dérange. Florent, s'il te plaît. Oui, Président, je ne vais pas faire le coup de... Bonjour, Pablo. Je vais pas faire le coup de vente OM après Ronaldo OM, mais je voulais quand même vous poser une question sur vos relations avec Frank McCourt, l'actionnaire, et son ambition à lui, vu que vous êtes en échange constant avec l'actionnaire. Est-ce que vous sentez dans son discours que dans les années à venir, qu'à court terme ou moyen terme, l'OM va pouvoir peut-être eh bien, retrouver un petit peu l'ambition véritable de disputer le titre, d'aller loin en Ligue des Champions, ou est-ce que ça, c'est dans les conditions actuelles tout simplement impossible? Parce qu'à Marseille, les supporters rêvent, veulent retrouver des titres. Vous avez beaucoup d'idées sur le marché des transferts, mais vous êtes parfois peut-être évidemment bridé par des exigences financières. Voilà. Est-ce que vous sentez que avec Frank McCourt, l'ambition sera véritablement possible pour aller chercher des titres? La première chose, hier j'étais au téléphone après le mercato 1h30 avec Franck. Il me demandait comment est-ce qu'on allait jouer, comment il trouvait l'équipe, comment est-ce qu'on mettra Rita à jouer. Vraiment, on regarde tous les jours qu'il prend plaisir à suivre l'équipe. Il est beaucoup avec nous. Il est beaucoup engagé dans toutes les discussions sportives de l'effectif. Il est content aussi avec l'amélioration. Il m'a transmis qu'il était content avec ce mercato, avec ce qu'on a fait comme équipe. On a l'ambition. Et le football, si on parle, l'ambition c'est de l'argent. Parce que dans ce cas, aucun club allemand il peut être compétitif en Europe. Aucun club espagnol avec les contrôles économiques. Pour moi, l'ambition, ce n'est pas l'argent. L'ambition, c'est être présent. Franck, il est présent. On sait qu'on a un propriétaire solide. On a un propriétaire qui nous porte de la confiance. On a un propriétaire qui nous porte tous les changements qu'on a eu au club. Il a supporté depuis les premiers jours. Il est content avec les coachs. Quand il parle avec les coachs, il a un soutien des coachs que c'est impressionnant de comment tu vois le niveau d'engagement qu'il a. Si avoir de l'ambition, c'est mettre chaque saison 100 millions d'euros, je ne crois pas dans ce type de football, à dire la vérité. Je crois que nous, comme équipe de direction, on doit chercher
toutes les saisons, de trouver de l'argent, de trouver de comment faire un effectif encore plus compétitif, parce qu'on considère que les résultats sportifs, c'est ça qui te porte à avoir chaque saison plus d'argent pour faire un meilleur effectif. Moi, le football d'aujourd'hui et le football de l'avenir, c'est ça. Je ne crois pas dans un football où il arrive un propriétaire avec 200 millions d'euros pour faire des choses. Je ne crois pas. Jean-Claude, s'il te plaît. Bonsoir Pablo. Depuis cet été, tu es épaulé par Javier Ribalta. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous avez fonctionné, comment vous avez partagé le travail, et comment ça change justement, toi dans ton rôle, par rapport à l'été dernier, au précédent mercato? On peut dire qu'on a une relation professionnelle qui c'est de beaucoup de confiance. On se connaît depuis 10 ans. Et la confiance qu'on a l'un vers l'autre, c'est très important. Javier, il était mon responsable à la Juventus. Maintenant, ça change la position, mais c'est toujours dans le respect et dans la confiance. Qu'est-ce que c'est la chose la plus importante? Dans les moments qu'on voulait faire des changements, dans les moments que Jorge Sampaoli il est parti et on doit décider la direction, c'est la personne qui m'a donné plus de confiance pour prendre la direction qu'on a prise. C'est une personne qui, pendant tous les mercatos, il a supporté les négociations avec les joueurs, il a tenu tous les mercatos, et ça m'a permis, à moi personnellement, d'avoir plus de perspectives, d'analyser les problèmes dans une vision différente. Normalement, c'était dans les problèmes quotidiens, tu vois moins les problèmes généraux et tu vois les petits problèmes. Ça, c'est la chose la plus importante de pourquoi on a recruté Javier. Normalement, et c'est assez symbolique, non? Mais c'est important de sortir des problèmes quotidiens pour analyser mieux les situations. Mathieu, s'il te plaît. Bonsoir Pablo. J'avais deux petites questions. L'une qui concernait Milik, tu as parlé de l'histoire du profil tout à l'heure, mais effectivement, on a eu les chiffres de la Juventus qui ont été publiés. Et effectivement, ils sont assez bas, en tout cas, par rapport à un joueur que tu considérais comme un top niveau européen à son arrivée à son poste. Ils paraissent assez bas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les négociations avec la Juve et ensuite, tu parlais tout à l'heure des offres que vous avez reçues pour des joueurs importants de l'effectif. Est-ce que tu peux, dans cette culture de la transparence totale, parler un petit peu des joueurs concernés et des offres qui ont été reçues, de quel club, etc. Ça serait malhonnête de voir des conversations entre les clubs. Ça, c'est la règle numéro 1 du mercato. Les clubs qui sont malhonnêtes, normalement, ils filtrent les informations. Oui, on a eu des offres de la Première Ligue pour Gerson, je ne dirais pas ni les montants ni les clubs. C'est un club espagnol. Pour Matteo Guendouzi, il y a eu une offre d'une équipe italienne, mais on a tenu. Tous ces agents, tous les joueurs, ils étaient au courant de toutes les différentes opérations, spécialement parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, spécialement pour connaître la situation. Gerson, que c'est un peu son père, qui s'occupe de la gestion de lui, etc. Sur la chiffre de Milik, c'est la chef de marché. C'était une offre qu'on voulait faire pendant un moment, une situation de transfert permanent. On a eu des propositions qui n'étaient pas favorables pour les clubs, on considérait que ce n'était pas favorable. Les deux sont venus de l'Espagne, pour être concret. Et on a décidé que c'était mieux de prêter les joueurs pour avoir la valeur de marché dans le futur. Je crois que dans le monde actuel, avoir pour un attaquant que la saison dernière, c'était avec les 41% des minutes de Ligue 1, pour 750 000 euros, plus de 150 000 euros facile en bonus. Je considère que c'est un bon prix de marché pour un joueur avec 41% de participation en Ligue 1. Xavier, s'il te plaît. Ouais, Pablo. En juillet, on vous interrogeait sur le projet du club, sur le court, moyen et long terme, et vous évoquiez les résultats sportifs, l'éthique et l'aspect plus financier, avoir une bonne santé économique. La question toute simple, c'est l'OM, où en est l'OM dans ce projet, et quelle temporalité, combien de temps vous laissez à ce projet? Normalement,
Pour moi, le court terme, c'est toujours la saison. Le très court terme, chercher de gagner le week-end. Maintenant, j'ai gagné chaque 3 jours. Pour moi, planifier à moyen terme, c'est toujours des projets à 3 ans. C'est vrai, si on prend une question un peu philosophique de football, si on prend un projet, je crois que la durée d'un effectif, avec les renouvellements qu'on a parlé d'entre 6 et 7 joueurs, ça se fait chaque saison, mais normalement, tu dois penser à changer la totalité de l'effectif autour de 2-3 saisons. Pour moi, le moyen terme toujours d'un club, c'est comment planifier les prochaines 2-3 saisons. Long terme, c'est toujours 5 ans. 5 ans que tu dois penser à comment investir de l'argent, que le joueur il va avoir des valeurs, comment travailler avec les centres de formation pour faire arriver des joueurs et dans quelle position il y a des joueurs qui peuvent arriver du centre de formation et de chercher de ne pas embêter beaucoup de joueurs et couper la progression des différents joueurs que tu as dans les centres. Tu dois tenir en considération toutes ces questions. Mais si la question c'est court terme, moyen terme, long terme, 1 an, 2-3 ans et 5 ans toujours. Karim, c'est à toi, s'il te plaît. J'ai 2 petites questions. Pablo, la première, elle a un lien avec le fair play financier. Depuis plusieurs semaines, on entend des rumeurs comme quoi il va y avoir des amendes. Il semblerait qu'elles soient tombées. On parle peut-être je crois de 300 000 € pour l'OM. Il y a des clubs qui sont plus durement touchés. Et il y a une sorte de mise à l'épreuve sur 3 ans pour essayer de revenir à l'équilibre. Pourquoi l'OM a été sanctionné par l'UEFA, simplement? Bon, sur la question de financial fair play de UEFA, on nous a demandé totale confidentialité sur les accords, que c'est normal et on doit respecter. Aujourd'hui, ils sont communiqués, ou ils seront communiqués sur les différentes sanctions. C'est surtout lié aux derniers 3 exercices économiques que les clubs ont fait. Spécialement, c'est une sanction liée à comment les clubs se comportent sur les 3 derniers exercices économiques. C'est aussi vrai qu'avec la nouvelle réglementation de Financial Fair Play, ils ont été ouverts et ont tenu en considération la situation des différents clubs avec le Covid. Mais on considère que faire un settlement agreement avec UEFA, c'était une situation positive. C'est pour ça qu'on a rentré dans la négociation avec UEFA, surtout parce que nous sommes très sûrs des projets qu'on va délivrer pendant les prochaines 3 saisons, spécialement parce qu'avec l'accord qu'on a avec UEFA, c'était une situation de rentrer dans un bilan économique avec un chiffre bien clair, et nous sommes sûrs qu'on est capable de pouvoir avoir ça, et nous sommes contents aussi de la confiance que UEFA nous a donnée, et ils sont gros dans nos projets économiques et sportifs du club. Et ma deuxième question, elle concerne la formation, du coup, parce qu'il y a eu des changements, il y a eu l'arrivée de Marco Otero. Tout à l'heure, vous avez parlé des joueurs qui sont arrivés aussi. Il y a quand même Bartu Yilmaz,